Le matin où ma belle-fille m'a dit que je n'étais pas le bienvenu à ma propre table de Noël, j'avais encore mon tablier autour de la taille. J'étais debout depuis 4h30 du matin. La dinde était déjà au four. La sauce aux érelles refroidissait sur le plan de travail que j'avais essuyé chaque jour pendant 31 ans. Et elle m'a regardé, calme comme le givre en janvier, et elle a dit « On n'avait pas vraiment prévu que ce soit ton truc, Bernard. Tu serais peut-être plus à l'aise en haut. » C'était ma cuisine, ma maison, mon nom sur l'acte notarié depuis 1993. Je suis resté là, le torchon à la main, et pendant un moment je n'ai plus pu respirer. Pas parce que j'étais surpris. Je crois qu'au fond de moi, je savais depuis longtemps que ce moment allait venir. Je n'avais simplement pas voulu le voir. Laissez-moi reprendre depuis le début, parce que cette histoire n'a pas commencé à Noël. Elle a commencé bien avant, dans les couches silencieuses de toutes les petites choses que j'avais laissées passer. Elle a commencé dans les espaces entre les mots, dans les sourires trop polis, dans les portes qu'on ne ferme pas tout à fait. Elle a commencé sur un mardi de mars, environ 14 mois avant ce matin de décembre, quand mon fils m'a appelé depuis le parking de son immeuble. Il faisait froid ce jour-là. Pas le froid dramatique qui arrive avec la neige et transforme les rues en quelque chose de presque beau. Le froid gris et mou du mois de mars à Clermont-Ferrand, celui qui s'infiltre sous le col de manteau et vous rappelle que le printemps n'est pas encore là, qu'il faut encore attendre. J'étais dans ma cuisine quand le téléphone a sonné. Je préparais une soupe, quelque chose de simple, des poireaux et des pommes de terre. La recette de Geneviève que je refaisais de mémoire depuis 6 ans, avec des gestes tellement ancrés dans mon corps qu'ils ne demandaient plus aucune pensée consciente. Couper les poireaux en rondelles fines. Faire revenir dans un fond de beurre. Ajouter les dés de pommes de terre. Verser le bouillon chaud. Laisser mijoter. Geneviève disait toujours que la simplicité d'une soupe était une forme d'honnêteté. Papa, c'est Mathieu. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de la panique. Mathieu n'a jamais été du genre à paniquer. Quelque chose de plus contenu, de plus contrôlé, cette façon qu'il a de comprimer les émotions jusqu'à ce qu'elles tiennent dans un espace raisonnable. Il tient ça de sa mère. Geneviève aussi savait prendre beaucoup de place intérieure avec très peu de volume. Mathieu, tout va bien ? Un silence d'une seconde, peut-être 2. Dans le fond, j'entendais le bruit sourd du vent sur ce parking quelque part à Lyon. Les choses sont devenues un peu difficiles, financièrement. Mon contrat s'est terminé de façon inattendue, et Chloé vient de quitter son poste pour lancer son activité qui cherche encore ses marques. On avait besoin de quelque chose de stable, le temps de souffler. Je connaissais la suite avant qu'il la formule. Je l'avais su dès la première seconde, à ce timbre particulier dans sa voix. Le timbre de quelqu'un qui a répété ce qu'il allait dire. Mon fils s'appelle Mathieu. Il a 36 ans. Il a les yeux de Geneviève. Cette nuance particulière de gris vert, un peu comme de l'eau de mer par temps couvert, qui m'avait arrêté net le soir où je l'avais remarqué pour la première fois dans la lumière de la salle paroissiale où répétait la chorale municipale de Clermont-Ferrand. J'avais 22 ans. Geneviève en avait 20. Elle était assise 2 rangs devant moi, et quand elle s'était retournée pour répondre à quelqu'un, j'avais vu ses yeux dans la lumière jaune des néons d'église. Et j'avais cessé de chanter pendant quelques mesures sans m'en rendre compte. Le chef de chœur m'avait regardé d'un air réprobateur. Je ne l'avais pas vu. Mathieu est né 2 ans après notre mariage. Il était le genre d'enfant qui donnait l'impression que la parentalité était un cadeau plutôt qu'une responsabilité. Curieux, doux, attentionné dans ce sens qui se fait rare, il vous avançait une chaise à table et il le faisait vraiment, pas par politesse mécanique, mais parce qu'il avait remarqué que vous étiez là et que vous méritez qu'on remarque votre présence. Quand il était petit, il rentrait de l'école avec des cailloux dans les poches qu'il avait trouvés beaux.
Il les alignait sur le rebord de la fenêtre de sa chambre avec la sérieux d'un commissaire d'exposition. Geneviève et moi, on se regardait parfois, le soir, après qu'il était couché, et on n'avait rien à se dire parce que ce qu'on ressentait était trop entier pour tenir dans des mots. Geneviève nous a quittés il y a 6 ans. Un cancer du pancréas. Le diagnostic est tombé en octobre. Un mardi d'octobre. La lumière était encore belle ce jour-là. Cette lumière d'automne, auvergnat qui dore les feuilles des marronniers et donne à tout une douceur trompeuse. Le médecin a dit les mots, et j'ai regardé la fenêtre du cabinet derrière lui. Les arbres dans leurs robes de cuivre. Et j'ai pensé à une chose complètement absurde. Il faudra rentrer les géraniums ce soir. Il va geler. Elle était partie en février. Ces 4 mois avaient été les plus longs et les plus courts de ma vie. Un paradoxe que je n'avais pas compris avant de le vivre. Cette façon qu'a le temps de s'étirer et de se contracter en même temps quand ce qui compte le plus est en train de disparaître. Après sa mort, je suis resté dans notre maison. La maison qu'on avait achetée ensemble quand Mathieu avait 4 ans. Celle que Geneviève et sa sœur Martine avaient dû passer tout un été à rénover, armée d'une ponceuse, d'une quantité industrielle de l'azur et d'une bonne dose d'entêtement. La maison dont chaque mur portait un souvenir peint dedans. La marque au crayon sur l'encadrement de la porte de la cuisine où on mesurait la taille de Mathieu chaque anniversaire. La légère irrégularité du carrelage de l'entrée que Geneviève avait posé elle-même un week-end de mai et dont elle était immensément fière malgré l'imperfection. La fenêtre du salon qui ne fermait jamais tout à fait et qu'on avait appris à ne pas réparer parce que l'été, quand on l'ouvrait grande, on entendait les martinets crier dans le ciel du soir. Mon frère Philippe m'avait demandé si j'allais me rapprocher de lui à Bordeaux. Mes voisins avaient abordé le sujet du downsizing, avec cet air légèrement embarrassé des gens qui pensent vous rendre service. J'avais dit non aux uns et aux autres. Je n'étais pas prêt. Et honnêtement, même aujourd'hui, je ne suis pas certain d'être jamais prêt. Alors quand Mathieu, ce soir-là, debout dans le froid de ce parking lyonnais, m'a posé la question « Est-ce qu'on pourrait venir chez toi, juste un petit moment, le temps de se stabiliser ?» J'ai dit oui avant même qu'il ait terminé sa phrase. Pas par politesse, pas par devoir filial, mais parce qu'il était mon fils, que sa voix avait cette légère fissure dedans qu'il croyait avoir dissimulée, et que quelque part dans ma poitrine, quelque chose s'était serré et lâché en même temps. Juste le temps de se stabiliser, avait-il dit. 3 ou 4 mois peut-être. On participera aux courses. On donnera un coup de main à la maison. Ce ne sera pas un fardeau, papa. Je te le promets. Je l'ai cru. C'était mon fils. Bien sûr que je l'ai cru. Je veux être juste envers Chloé, parce que la justice compte même quand c'est difficile. Peut-être surtout quand c'est difficile. Quand elle et Mathieu ont commencé à se fréquenter, il y a maintenant un peu plus de 6 ans, je l'aimais vraiment bien. Elle était vive et drôle, avec cette façon directe de parler que j'admirais sincèrement. Elle ne faisait pas ce manège que font certaines personnes. Dire une chose en pensant une autre, enrober les intentions dans du coton, laisser les sous-entendus faire le travail à la place des mots. Elle disait ce qu'elle pensait. Elle regardait les gens en face quand elle leur parlait. Il y avait quelque chose de rafraîchissant là-dedans, quelque chose de solide. La première fois que Mathieu me l'avait présentée, un dimanche de printemps, on avait déjeuné tous les 3 dans le jardin. Et les lilas étaient en fleurs cette année-là. Ils embaumaient de façon presque excessive. Elle avait regardé la maison avec une attention qui n'était pas celle du touriste poli. Elle avait remarqué les vieilles poutres dans le salon. Elle avait demandé d'où venait le meuble de ma grand-mère dans le couloir. Elle avait ri franchement de quelque chose, un vrai rire, et j'avais pensé « Oui, je crois qu'il a bien choisi ». Quand Mathieu m'avait annoncé qu'il allait demander sa main, j'avais ressenti cette joie particulière des parents qui voient leur enfant faire quelque chose de bien et de vrai. Quand ils s'étaient mariés dans un domaine viticole en Bourgogne,
Une petite cérémonie, une cinquantaine de personnes, les vignes encore vertes de l'été finissant. J'avais dansé à la réception jusqu'à avoir les pieds en compote, et je ne me souvenais pas d'avoir autant dansé depuis Geneviève. Chaque moment de joie que j'avais ressenti ce soir-là était sincère. Je le dis sans amertume rétrospective. Ce jour-là était un beau jour, et il le reste dans ma mémoire. Mais j'ai appris en 63 ans de vie que les gens peuvent être une chose dans un certain contexte et quelque chose de très différent quand les circonstances changent. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi. C'est parfois simplement la façon dont la pression révèle des contours qu'on ne soupçonnait pas. Une argile peut sembler souple jusqu'au moment où on la cuit. Les circonstances avaient changé. Ils ont emménagé un samedi de fin mars avec un camion Renault Trucks loué. 2 chats. Des siamois couleur café au lait qui s'appelaient Pixel et Volt et qui ont immédiatement inspecté chaque pièce avec l'arrogance tranquille propre à leur espèce. Et beaucoup plus de cartons que je ne l'avais prévu. 23 cartons. Je les avais comptés sans le vouloir. Plus une plante en pot qui avait l'air de souffrir depuis plusieurs semaines et un vélo de route démonté que Mathieu avait appuyé contre le mur du couloir en disant qu'il allait trouver un endroit pour ça. J'avais préparé la chambre avec soin. La plus grande chambre d'amis, celle avec la fenêtre qui donnait à l'est et qui inondait le soleil le matin, la salle de bain attenante que Geneviève appelait en plaisantant la suite. J'avais lavé les rideaux. Ils sentaient bon le propre et la lavande du séchage en plein air. J'avais posé des fleurs fraîches sur la commode, des tulipes jaunes achetées le matin même au marché. J'avais laissé des serviettes supplémentaires pliées au bord du lit et une carafe d'eau et 2 verres sur la table de nuit. Je voulais qu'ils se sentent accueillis. Je voulais que ça ressemble à de la famille, parce que c'était censé être ça. Le soir de leur arrivée, on a mangé tous les 3 une tarte flambée que j'avais commandée chez le traiteur alsacien de la rue Blatin, et on avait bu un vin blanc d'Alsace que j'avais mis de côté pour l'occasion. Chloé avait raconté avec beaucoup d'humour les déboires du déménagement. Un carton éventré dans les escaliers de leur ancien appartement. Des bouteilles d'huile d'olive répandues sur le palier. Le propriétaire qui était monté voir ce qui se passait et avait glissé dedans. On avait ri. L'atmosphère était légère. Je me souviens d'avoir pensé, en rangeant les assiettes ce soir-là, que ça allait bien se passer. Les premières semaines ont confirmé cette impression. Doucement, mais bien. Mathieu se levait tôt. Il a toujours été lève-tôt, depuis l'enfance. Et on se retrouvait tous les deux dans la cuisine avant que Chloé se réveille. Il faisait le café, je préparais des tartines, et on restait là à table sans forcément parler, dans ce silence confortable des gens qui se connaissent depuis longtemps et n'ont pas besoin de remplir l'espace. La lumière du matin entrait par la fenêtre de la cuisine, cette lumière pâle et honnête du printemps qui arrive, et les chats s'installaient sur le rebord de la fenêtre comme 2 sentinelles soyeuses. Ça me rappelait les matins de week-end quand Mathieu était lycéen. Ces heures suspendues avant que la journée prenne son rythme et son bruit. Chloé descendait vers 9 ou 10 heures, cheveux encore humides de la douche, une tasse de thé vert à la main. Elle ne buvait pas de café, détail que j'avais noté sans y attacher d'importance. On prenait le petit déjeuner ensemble tous les 3. Elle s'installait ensuite avec son ordinateur à la table de la salle à manger pour travailler sur son activité de consulting. Elle accompagnait des petites marques de commerce dans leur stratégie de communication en ligne, quelque chose dans cet espace entre le marketing et l'image de marque que je comprenais modérément, mais dont elle parlait avec cette précision des gens qui savent exactement ce qu'ils font. L'après-midi, la maison était calme. Je travaillais dans ma salle de couture, où je lisais, où je faisais les courses. On se retrouvait le soir pour dîner. C'était gérable. C'était même agréable parfois. Je me suis dit, ça va aller. La première chose qui a changé était suffisamment petite pour que je ne l'aperçoive presque pas comme un changement. Un matin de début mai. Il faisait déjà chaud, ce printemps-là avait été précoce, les marronniers de la rue débordaient de leurs grappes blanches.
Je suis descendu dans le salon pour ouvrir la fenêtre comme je le faisais chaque matin, et j'ai vu que les coussins décoratifs de mon canapé avaient été réarrangés. Je me suis arrêté. Ce n'est pas le genre de détail que vous remarquez d'habitude. Je le sais. De l'extérieur, ça paraît même dérisoire. Mais ces coussins étaient au même endroit depuis des années, et quelque chose dans mon regard, cette mémoire silencieuse du corps qui sait exactement à quoi ressemble son propre espace, les avait vus différents avant même que j'aie conscientisé la perception. Geneviève avait acheté 2 d'entre eux dans un marché artisanal en Alsace lors d'un voyage qu'on avait fait pour notre 25e anniversaire de mariage. Je me souviens d'elle, les tenant à bout de bras, dans la lumière du marché de Colmar, les comparant, demandant mon avis avec ce sérieux espiègle qu'elle avait pour les décisions d'apparence mineure. Celui-là ou celui-là? Elle avait pris les 2. J'en avais cousu 2 autres moi-même. Maladroitement, je ne suis pas couturier de formation, mais Geneviève m'avait appris les bases, dans un tissu de lin indigo acheté dans une mercerie du centre-ville de Clermont qui avait fermé ses portes depuis. Ils étaient exactement là où je les aimais, dans cette disposition précise que personne d'autre que moi n'aurait pu décrire mais que mon œil reconnaissait comme juste. Et maintenant, 2 d'entre eux avaient migré vers le fauteuil dans le coin, empilés l'un sur l'autre avec la désinvolture propre à un geste fait sans y penser. Je les ai remis en place. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que ce n'était rien. 2 semaines plus tard, j'ai remarqué que le petit tableau aquarelle du couloir avait disparu. C'était une scène d'hiver. Une rue enneigée, des lumières dorées dans les fenêtres, quelque chose d'à la fois mélancolique et doux. Mon amie Sylvie l'avait peint et me l'avait offert l'année qui avait suivi la mort de Geneviève. Sylvie n'est pas artiste professionnelle, elle est comptable, mais elle peint le dimanche depuis 20 ans avec une modestie et une sincérité qui font que ses tableaux ont quelque chose de juste. Elle me l'avait apporté un soir de novembre, enveloppé dans du papier kraft, en disant simplement qu'elle avait pensé à moi en le faisant. Je l'avais accroché dans le couloir le lendemain matin et il n'avait pas bougé depuis. Il avait été remplacé par une grande affiche encadrée, format 60 par 80, verre anti-reflet, le genre de choses qu'on trouve dans les boutiques de décoration qui s'appellent des noms comme Maison et Concept. Des formes abstraites en gris et vieux rose, techniquement harmonieuses, personnellement sans âme. L'aquarelle de Sylvie était dans le placard du couloir, appuyée contre le mur, face tournée vers le plâtre, comme quelque chose qu'on range avant de le jeter. Je suis monté frapper à leur porte. Mathieu a ouvert. Il était en fin de matinée. Il avait les cheveux légèrement en désordre et l'air de quelqu'un qu'on tire d'une concentration profonde. Il y avait dans son expression, pendant la fraction de seconde avant qu'il la contrôle, quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation, comme s'il savait pourquoi j'étais là. « Le tableau dans le couloir », j'ai dit. « Mon amie Sylvie l'a peint pour moi. Il compte pour moi. Je voudrais qu'il soit remis à sa place. » Mathieu a regardé par-dessus son épaule, dans la direction du couloir, comme si le tableau était encore là et qu'il pouvait le voir depuis leur chambre. Puis il m'a regardé avec cette expression que je lui connaissais depuis qu'il avait 12 ans. L'expression de quelqu'un qui est coincé entre 2 versions d'une réalité et qui ne sait pas laquelle valider sans blesser l'autre. Chloé trouvait que ça assombrissait un peu le couloir. Elle a trouvé cette affiche dans une boutique éphémère au marché des créateurs. Elle essaie de, tu vois, de rendre l'espace un peu plus comme chez elle. Je veux que vous remarquiez le mot qu'il a employé. Chez elle. Pas chez nous. Pas chez toi. Chez elle. Comme si le couloir de ma maison était un espace neutre à coloniser plutôt que quelque chose qui m'appartenait déjà. Je n'ai pas relevé le mot. Pas encore. Pas ce jour-là. Mathieu, j'ai dit en gardant un ton posé, j'entends bien qu'elle veuille se sentir à l'aise ici. Mais c'est ma maison, et ce tableau a une signification pour moi. Remets-le s'il te plaît. Il a hoché la tête. Il m'a dit qu'il allait le faire. Je suis redescendu.
l'aquarelle de Sylvie a mis 4 jours à réapparaître dans le couloir. L'affiche gris-vieux-rose a disparu sans commentaire. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis dit, on va trouver un rythme. Il faut du temps. Les cohabitations demandent du temps. Mais il n'y avait pas de rythme. Il n'y avait qu'une escalade. En juin, quelque chose de plus significatif s'est produit. Je suis descendu un matin pour préparer mon thé. Je bois du thé le matin depuis l'époque où Geneviève a décidé que le café la rendait trop nerveuse pour l'après-midi et que, par solidarité conjugale, on avait progressivement migré vers des thés d'Assam corsés qui ressemblaient au café mais ne l'étaient pas. Et j'ai ouvert le placard au-dessus de l'évier pour prendre ma tasse habituelle. Elle n'était pas là. J'ai regardé le placard pendant quelques secondes avec la légère déstabilisation de quelqu'un dont le monde familier vient de manquer une note. Les tasses que je n'avais jamais vues étaient rangées en rang d'oignons sur l'étagère du bas. Un ensemble de 6 tasses blanches identiques, parfaitement assorties, parfaitement interchangeables, le genre de service de base qu'on achète chez Ikea pour leur caractère inoffensif. Au fond de l'étagère du haut, derrière un pot de confiture et une boîte de tisane, j'ai retrouvé ma tasse. La grande en céramique tournée à la main, légèrement irrégulière dans sa forme, d'un brun orangé qui vire au roux dans certaines lumières, avec cette légère asymétrie à l'anse qui en fait qu'elle tient différemment selon comment on la prend. Mathieu me l'avait faite lors d'un cours de poterie quand il avait 12 ans. Un cours du mercredi à la Maison des Jeunes de Cournon d'Auvergne. Il était rentré ce soir-là avec la tasse dans les mains, les bras tendus devant lui comme on porte quelque chose de précieux et de fragile à la fois. Et il avait dit « C'est pour toi, papa. Je l'ai faite pour toi. » Il avait 12 ans et il était sérieux comme un pop. J'avais bu dedans ce soir-là du sirop d'orgeat pour faire la cérémonie. Et depuis, je l'avais utilisé chaque matin, sans exception. Chloé était dans la cuisine quand je me suis retourné avec la tasse à la main. Elle m'a regardé avec cet air de quelqu'un qui s'attend à la conversation et a préparé sa réponse. « C'est juste plus fonctionnel comme ça », a-t-elle dit. « L'ensemble assorti, ça fait plus propre, ça prend moins de place dans le placard. » La tienne est un peu irrégulière. Elle prenait de la place que les autres n'avaient pas. Il y a des moments où les mots qu'on reçoit sont tellement décalés par rapport à ce qu'on ressent qu'il faut une seconde, parfois 2, pour trouver comment répondre sans que la voix ne trahisse autre chose que du calme. Mon fils m'a fait cette tasse quand il avait 12 ans, j'ai dit. Elle vit à l'avant du placard. Elle a souri. Ce sourire particulier des gens qui pensent que vous êtes légèrement irrationnel mais ne veulent pas le dire explicitement. Le sourire de la concession conditionnelle, celui qui dit « je te laisse gagner ce point parce que ça ne vaut pas la peine de se disputer ». Bien sûr, a-t-elle dit, comme tu préfères. J'ai remis ma tasse à l'avant du placard. J'ai fait mon thé. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre le jardin qui commençait à avoir besoin d'une tonte. Les pivoines que Geneviève avait plantées le long de la clôture étaient en bouton, des globes rouges et froissés qui allaient s'ouvrir dans les jours suivants. J'essayais de me souvenir d'une citation que j'avais lue quelque part, quelque chose sur les maisons et sur la façon dont elles gardent la mémoire des gens qui y ont vécu. Je ne m'en souvenais plus. Peut-être que c'était simplement quelque chose que j'avais pensé moi-même à un moment et pris pour une citation par la suite. En juillet, la chaleur est arrivée d'un coup, comme elle arrive en Auvergne. Progressivement pendant des semaines, puis soudainement d'un week-end à l'autre, les températures ont grimpé et les ventilateurs sont sortis des placards. Chloé travaillait de plus en plus. Les appels avec ses clients se prolongeaient le soir. Son bureau de fortune à la table de la salle à manger semblait chaque jour légèrement plus envahissant. Ses notes et ses câbles et ses carnets progressant par cercles concentriques comme une marée montante. C'est dans ce contexte qu'elle m'a demandé si elle pouvait utiliser ma salle de couture. Elle me l'a demandé un mercredi matin dans la cuisine d'un ton qui se voulait désinvolte, mais qui avait cette légère tension en dessous. Le ton de quelqu'un qui sait que la réponse pourrait être non,
et qui essaie de cadrer la demande de façon à rendre le non difficile. Je pensais que la petite pièce au fond du couloir pourrait faire un bon espace de travail, a-t-elle dit. Juste temporairement. Ça me permettrait d'avoir un endroit fixe pour mes appels clients. Ma salle de couture. La pièce que j'avais aménagée avec soin dans les mois qui avaient suivi la mort de Geneviève, pendant cette période étrange où les journées avaient la texture de quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. Pendant des semaines après son décès, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Les mains ont besoin de quelque chose à tenir, de quelque chose à faire, sinon elles commencent à chercher ce qui n'est plus là. J'avais appris les bases de la couture en regardant Geneviève pendant des années, et j'avais décidé de transformer cette petite pièce en atelier. J'y avais installé un grand établi en chêne trouvé dans une brocante de Riant. Une lampe d'architecte réglable dont la lumière était parfaite pour le travail minutieux. Des étagères que j'avais construites moi-même, sur lesquelles les tissus étaient rangés par couleur, les bleus ensemble, les verts ensemble, les ocres et les rouilles ensemble, de façon à ce que chaque fois que j'ouvrais la porte, il y avait quelque chose de visuellement apaisant dans cet ordre chromatique, quelque chose qui ressemblait à de la maîtrise sur au moins une dimension du monde. Dans le coin, le meuble à couture de ma grand-mère, un petit secrétaire en merisier avec des tiroirs de tailles différentes qu'elle avait remplis de boutons, de dés à coudre en métal, de bobines de fil de toutes les couleurs, et que j'avais gardé exactement dans l'état où elle me l'avait légué. Cette pièce était le seul endroit de la maison où je n'avais pas besoin d'être quoi que ce soit pour quiconque. Elle était simplement mienne. Non, j'ai dit. Juste ça. Un seul mot. Je l'avais dit posément, sans dureté, mais sans ambiguïté non plus. Chloé avait scié. Pas ostensiblement, une légère contraction des paupières, le signe d'un léger recalibrage intérieur. Elle n'avait pas l'habitude du non direct. Pas de je préférerais que, pas de tu ne penses pas que, pas de ça me poserait un peu de souci si. Juste non. Je comprends tout à fait, a-t-elle dit après un temps. Pas de problème. Le sourire de la concession conditionnelle encore. Je m'y étais habitué. 3 jours plus tard, je suis entré dans ma salle de couture et j'ai trouvé 2 écrans d'ordinateur installés sur mon établi. Je suis resté sur le seuil pendant un moment que je ne saurais pas quantifier. Quelques secondes peut-être, ou peut-être une minute entière. Le temps avait cette élasticité particulière des moments où quelque chose de petit révèle quelque chose de grand. Mes tissus avaient été déplacés par terre dans des bacs en plastique empilés. Le meuble de ma grand-mère avait été poussé dans l'angle pour faire de la place à un fauteuil de bureau ergonomique en tissu gris. Les câbles des 2 écrans serpentaient sur l'établi jusqu'à une multiprise nouvelle que je n'avais jamais vue. Je suis allé trouver Mathieu. Elle est vraiment sous pression avec l'activité, a-t-il dit. Il avait l'air sincèrement tiraillé et j'ai voulu lui en donner le crédit. Il l'était vraiment, je le crois. Il se tenait dans cet espace inconfortable entre 2 personnes à qui il voulait du bien et qui avaient des besoins incompatibles. C'est juste temporaire, papa. C'est ma salle de couture, j'ai dit. On a eu cette conversation. J'ai dit non. Je sais. Je vais lui parler. Il lui a parlé. Elle s'est excusée. Les écrans sont restés sur mon établi pendant encore 6 semaines. Je les regardais parfois depuis le couloir, la porte entr'ouverte. Ces 2 rectangles lumineux sur mon établi en chêne, entourés des bacs de tissu empilés sur le sol. Il y avait quelque chose dans ce tableau qui était plus difficile à porter que n'importe quelle dispute ouverte. Cette façon qu'a l'usurpation silencieuse de sembler à la fois évidente et inattaquable. Je vous raconte tout cela, non pas pour dresser un catalogue de griefs. Je vous entends déjà peut-être penser, mais enfin, des coussins déplacés, une tasse dans un placard, c'est vraiment si grave? Et vous auriez raison si ces choses étaient séparées, si elles se produisaient une fois, si elles s'arrêtaient quand on le demandait. Mais ce n'est pas ce qui se passe.
Ce qui se passe, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus insidieux. Et je veux que vous compreniez exactement comment ça fonctionne parce que peut-être que vous le reconnaîtrez dans votre propre vie ou dans la vie de quelqu'un à qui vous tenez. Ça n'arrive pas tout d'un coup. Si quelqu'un emménageait chez vous et dès le premier jour commençait à réarranger vos affaires, à décrocher vos tableaux, à s'approprier vos pièces, vous réagiriez immédiatement. N'importe qui le ferait. La violence frontale est lisible. On sait comment répondre à quelque chose de frontal. Mais ça arrive lentement, une petite érosion à la fois. Et chaque moment individuel, pris isolément, semble ne pas valoir la peine d'une confrontation. Parce que si vous faites une scène pour des coussins déplacés, vous êtes la personne qui fait une scène pour des coussins déplacés. Vous semblez disproportionné. Vous semblez rigide. Vous semblez incapable de partager votre espace avec les gens que vous aimez. Alors vous laissez passer. Et puis, vous laissez passer à nouveau. Et à nouveau. Et le silence de chaque occasion manquée se dépose comme de la poussière sur un meuble. Imperceptible jour après jour, jusqu'au moment où vous passez la main dessus et où vous voyez ce qui s'est accumulé. Avant que vous vous en rendiez compte, vous vous retrouvez dans votre propre cuisine à vous sentir comme un visiteur dans la maison de quelqu'un d'autre. En septembre, 6 mois après ce qui était censé être un arrangement de 3 à 4 mois. 2 choses m'étaient redevenues parfaitement claires. La première, il n'avait aucun plan de partir. La situation financière s'était soi-disant améliorée. Mathieu avait décroché une nouvelle mission en portage salarial, une mission longue durée dans le secteur de l'ingénierie industrielle. L'activité de Chloé avait décollé au-delà de ses espérances. Elle avait maintenant plusieurs clients réguliers, une facturation mensuelle solide, des perspectives de développement. Mais il n'était question ni de recherche d'appartements, ni de calendrier, ni de l'arrangement sur lequel nous avions convenu. 3 à 4 mois étaient devenus 6 sans qu'on en parle, et l'horizon semblait se dérober à mesure qu'on s'en approchait. La seconde, Chloé avait commencé à traiter la maison non pas comme un endroit où elle était accueillie provisoirement, mais comme un endroit qu'elle gérait. Elle avait acheté un nouveau tapis de cuisine, rouge brique, géométrique, pas mon goût du tout, sans me demander, et l'avait posé devant l'évier en disant que l'ancien était usé. L'ancien était effectivement usé, mais il était à moi. Elle avait remplacé les distributeurs de savon liquide dans la salle de bain principale par un set en céramique noire mat qu'elle avait commandé en ligne, alignés comme des soldats sur le bord du lavabo, et avait mis les anciens dans le placard sous l'évier. Elle avait eu une conversation avec mon voisin Alain, un homme charmant de 68 ans qui habitait là depuis 20 ans, qui avait connu Geneviève, qui posait son courrier sur mon perron quand il y avait une erreur de distribution. À propos de la clôture entre nos jardins, comme si elle était la propriétaire. Alain me l'avait mentionné avec une légère hésitation, pas sûr de ce qu'il pouvait dire, et j'avais vu dans ses yeux une question qu'il n'osait pas formuler. Elle avait commencé à faire des commentaires sur l'agencement du salon, sur la possibilité de décloisonner l'espace, une expression qui m'avait fait l'effet d'une griffe légère sur une surface sensible, en déplaçant le canapé contre le mur du fond et en mettant la bibliothèque à angle. La bibliothèque que Geneviève et moi avions choisie ensemble dans une menuiserie artisanale à Issoire, qui tenait un mur entier du sol au plafond, qui était pleine de livres dans un ordre que je connaissais par cœur. Et Mathieu, mon doux garçon aux yeux gris-vert qui avançait les chaises pour les gens, qui rentrait de l'école avec des cailloux beaux dans les poches, qui m'avait apporté une tasse en céramique dans les mains comme on porte quelque chose de précieux. Mathieu ne disait rien. Ou, quand il disait quelque chose, c'était dans le registre d'un homme qui essaie de maintenir la paix plutôt que d'un homme qui comprend ce qui se passait vraiment. Il y avait une différence entre ces deux choses. Une différence qui comptait. Un soir d'octobre, la nuit tombait tôt maintenant, cette obscurité de début d'automne qui arrive sans prévenir
et rend les soirées plus longues et plus intérieures, je me suis assis à ma table de cuisine après le dîner, quand Mathieu et Chloé étaient remontés dans leur chambre et j'ai sorti une feuille de papier. J'écris parfois des lettres à Geneviève. Je ne sais pas exactement pourquoi ça aide. La lettre ne part nulle part. Elle rejoint les autres dans une boîte à chaussures dans le placard de ma chambre. Et parfois, je les relis. Et parfois, je ne les relis pas. Mais il y a quelque chose dans l'acte de formuler les choses dans les mots qu'on choisirait pour quelqu'un qu'on aime. Quelque chose qui oblige à une clarté qu'on ne s'accorde pas nécessairement dans le désordre intérieur. Je lui ai dit ce qui se passait. Je lui ai décrit la progression. Les coussins, le tableau, la tasse, la salle de couture, le tapis, les distributeurs de savon, la conversation d'Alain. Je lui ai dit que je ne savais plus très bien comment me comporter dans ma propre maison. Je lui ai dit qu'elle me manquait. Pas seulement elle, la personne, sa façon de rire, son odeur, sa voix, mais aussi ce qu'elle représentait dans cette maison. Une présence qui se souvenait que la maison était nôtre, puis mienne, et qu'elle avait une histoire et une logique et une dignité qui méritèrent d'être respectées. Puis j'ai rangé la lettre. Je me suis fait une tisane dans la tasse de Mathieu. Je me suis assis dans le silence de ma cuisine. Et j'ai commencé à réfléchir clairement. Parce que voilà ce que je n'avais pas fait et ce que je devais faire. Je devais arrêter d'attendre la permission d'exister dans ma propre maison. J'avais été trop conciliant. J'avais formulé les choses comme des souhaits plutôt que comme des limites. Je disais « je préférerais » et si ça ne vous dérange pas, et quand vous aurez le temps, et aucune de ces formulations ne communique une frontière. Elles communiquent une préférence. Et les préférences, j'étais en train de l'apprendre, étaient optionnelles. Elles pouvaient être entendues, hocher la tête et ignorées en souriant. Les souhaits, ici, étaient faciles à ignorer. En novembre, j'ai demandé à Mathieu et Chloé de me rejoindre à la table de la cuisine après le dîner. Pas sur un ton urgent, pas de façon dramatique, simplement « J'aurais besoin qu'on parle tous les trois ce soir si vous avez un moment ». Il y avait quelque chose de symboliquement important pour moi dans le choix de la table. Pas le salon, pas la salle à manger. La table de cuisine, celle que Geneviève et moi avions achetée dans une vente aux enchères à Thiers en 1997. Une table en chêne massif avec des pieds tournés et cette éraflure dans le coin gauche où Mathieu avait traîné son sac de sport adolescent sans faire attention. La table où on avait mangé des milliers de repas ordinaires, où on avait eu des centaines de conversations importantes qui ne s'annonçaient pas comme telles, où Mathieu avait fait ses devoirs, où Geneviève lisait le dimanche matin avec ses lunettes aminées et son café refroidi. La table la plus centrale, la plus chargée de présence de toutes les surfaces de cette maison. Je m'y suis assis en bout, là où j'avais toujours été assis. J'avais préparé une feuille. Pas pour lire un discours, pour ne pas perdre le fil si l'émotion ou la tension me faisait dériver. Je vous aime tous les deux, j'ai commencé. Et j'ai été heureux de pouvoir vous aider quand vous en aviez besoin. Mais j'ai besoin qu'on s'accorde sur certaines choses. Et j'ai besoin de les dire clairement. Mathieu m'écoutait avec cette attention concentrée qu'il avait depuis l'enfance pour les choses importantes. Chloé s'était légèrement redressée sur sa chaise, les mains posées à plat sur la table. Cette posture particulière qui peut signifier soit l'ouverture, soit le contrôle. Je leur ai dit que la salle de couture était à moi et n'était pas disponible comme bureau. Pas temporairement, pas partiellement, pas en attendant qu'elle trouve autre chose. Je leur ai dit que tout changement dans la maison, tout achat qui modifierait l'apparence ou l'agencement d'une pièce, devait passer par moi, avant d'être fait, pas après. Je leur ai dit que j'attendais que l'arrangement initial se voit enfin attribuer une date de fin concrète et je leur ai demandé de me donner cette date avant la fin du mois. Dehors, une voiture a ralenti dans la rue, s'est garée, le moteur s'est éteint. La maison était silencieuse. Chloé a hoché la tête à plusieurs reprises pendant que je parlais.
pas le hochement nerveux de quelqu'un qui veut que ça s'arrête. Quelque chose de plus délibéré, de plus mesuré. Quand j'ai eu terminé, elle a dit « Bien sûr, Bernard, on apprécie vraiment tout ce que tu fais pour nous. Et tu as raison, on doit être plus attentif. » Elle était très composée, très polie. Mathieu avait l'air soulagé. Le soulagement de quelqu'un pour qui une conversation redoutée a pris une forme gérable. Je suis allé me coucher en pensant que peut-être quelque chose avait changé. Rien n'a changé. Les écrans de la salle de couture ont disparu dans la semaine, ça oui. Mais il n'y avait pas de recherche d'appartement, pas de date, pas de mention de l'arrangement. La vie a continué exactement comme avant, avec cette légère couche de surface en plus. Des s'il te plaît et des est-ce que ça te dérange si qui avait la texture du formalisme plutôt que de la considération. Et dans la première semaine de décembre, Chloé m'a annoncé, pas demandé, qu'elle organisait un rassemblement pour les fêtes. Je pensais que ce serait sympa d'inviter quelques personnes, a-t-elle dit. Ma sœur Amélie, son mari, 2 ou 3 personnes de mon réseau professionnel. Quelque chose de décontracté, le 23 décembre. C'est charmant, j'ai dit. J'aurais besoin de savoir qui vient pour pouvoir planifier les repas. Elle a légèrement incliné la tête. Oh, je voulais m'occuper de tout ça. T'as pas besoin de te faire de soucis pour rien. Je l'ai regardé. Il y avait dehors, par la fenêtre, les premières décorations de Noël dans les fenêtres d'en face. Une guirlande de lumière blanche, un sapin électrique. Le mois de décembre avait cette odeur particulière, de froid propre et de sapin, que j'associais depuis l'enfance à une certaine forme de chez moi. C'est ma maison, Chloé. Je dois être impliqué dans toute réception qui a lieu ici. Bien sûr, a-t-elle dit, je voulais juste te décharger de la pression. Profiter que tu puisses souffler un peu. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai simplement hoché la tête et j'ai quitté la pièce. Je veux vous parler du 23 décembre. Mais d'abord, je veux vous parler du 22, parce que cette journée-là compte. Je suis descendu ce matin-là à 7 heures, dans cette obscurité de décembre que je trouve paradoxalement confortable. Quelque chose dans le fait d'être levé avant la lumière qui donne l'impression d'avoir une avance sur le monde. Je préparais mon thé, j'allumais la lampe de la cuisine, je respirais le silence de la maison endormie avant que la journée commence. C'était ma rituel depuis des années. C'était une des choses simples que j'aimais sans jamais avoir à le formuler. J'ai posé ma tasse, je me suis avancé vers la salle à manger et je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte. La pièce avait été réorganisée. Mes bonnes chaises, 8, en noyer foncé, achetées une à une sur une période de presque 20 ans. J'en avais trouvé 2 dans une brocante de Vichy. 2 autres dans une salle des ventes à Riom. J'en avais récupéré une chez un ami qui déménageait et m'avait demandé si je voulais la vieille chaise de l'entrée. Elle n'était pas parfaitement assortie. Il y avait entre elles de légères variations de teintes et de patines. Et c'est précisément ce que j'aimais. Cette impression d'un ensemble construit dans la durée, d'objets qui avaient chacun une histoire avant d'être là. Elles avaient été repoussées contre les murs et complétées par 6 chaises pliantes en métal argenté. Et toute la table avait été déplacée vers le centre de la pièce pour les accommoder, perdant ce rapport avec les fenêtres et la lumière naturelle qui faisait que j'aimais manger dans cette pièce l'après-midi. Le buffet, celui où je gardais la vaisselle de la mère de Geneviève, le service complet en porcelaine de Limoges qu'elle avait eu en dot et que Geneviève avait hérité et que j'avais soigneusement emballé et déballé à chaque déménagement depuis 30 ans, avait été déplacé contre le mur du fond. Sur le dessus du buffet, là où j'avais toujours gardé quelques objets simples, une petite sculpture que j'avais faite en bois, 2 photos encadrées, se trouvait maintenant une composition de bougies piliers blanches dans des photophores en verre, entourées de branches séchées et de fruits artificiels argentés. Le genre de décoration qu'on voit dans les magazines de décoration intérieure de novembre, dans les pages intitulées « Noël épuré » ou « Les fêtes version scandinave ».
Mon centre de table était par terre. Il était posé sur un morceau de journal plié, à côté du pied du buffet, comme quelque chose qu'on a retiré pour faire de la place et qu'on a posé là provisoirement, en attendant de le jeter. Mon centre de table de Noël, la composition de branches de sapin et de pommes de pin que je refaisais chaque année depuis que Geneviève était partie, en utilisant les mêmes pommes de pin ramassées dans le jardin, les mêmes branches coupées dans le sapin du fond du jardin, qui avait maintenant la taille d'un arbre adulte, et les rennes en laiton. 3 petits rennes en laiton patiné que Geneviève m'avait offerts pour notre premier Noël de couple, il y avait 35 ans, enveloppés dans du papier de soie rouge dans une petite boîte, avec un mot écrit à la main qui disait « Pour nos premiers Noëls ensemble, et pour tous ceux qui viennent ». Je les sortais chaque année. Je les plaçais moi-même. Ils étaient l'objet le plus chargé de toute cette maison, le plus silencieusement insupportable à voir déplacé. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte pendant un long moment. Les secondes ont passé. Dehors, dans la rue, quelqu'un marchait sur le trottoir avec un chien, le bruit régulier des pattes sur le pavé mouillé. Le réfrigérateur ronronnait dans la cuisine derrière moi. Puis je me suis avancé dans la pièce. J'ai ramassé mon centre de table avec soin. Les rennes en laiton, les pommes de pin, les branches, et je l'ai replacé exactement au centre de ma table. J'ai déplacé les bougies blanches sur le buffet. J'ai redressé les photos encadrées sur le côté. Puis je suis retourné dans la cuisine faire mon café du matin. Chloé est descendue à 9h30. Elle est entrée dans la salle à manger. Elle en est sortie. Elle s'est plantée dans l'encadrement de la porte de la cuisine et son expression avait cette qualité particulière de quelqu'un qui choisit très précisément comment formuler ce qu'il ressent. « J'avais agencé ça d'une certaine façon », a-t-elle dit. « Je sais », j'ai dit, et je l'ai changé. Mes rennes en laiton vont sur ma table à Noël. C'est comme ça depuis 35 ans. Elle a serré les lèvres très légèrement. Elle est remontée à l'étage. J'ai entendu le plancher de leur couloir, le bruit de leur porte, puis le silence. Mathieu est descendu 1 heure plus tard. Il avait les épaules légèrement voûtées de la façon qu'il avait depuis plusieurs mois. Cette fatigue particulière d'un homme qui vit dans un espace de tension permanent et qui n'a plus de posture naturelle pour s'y tenir. « Papa » a-t-il dit. Il y avait dans ce mot toute la complexité de sa situation. L'amour pour moi, la loyauté envers Chloé, l'épuisement de se tenir entre les deux. « Mathieu » j'ai dit doucement, « je ne vais pas avoir cette conversation. Demain, c'est aussi mon réveillon. Dans ma maison, mon centre de table reste. » Il a hoché la tête. Il n'a pas insisté. Je lui en ai été reconnaissant, même si je savais que ce silence n'était pas de l'accord, mais de l'abandon. Il n'avait plus la ressource de se battre sur ce terrain-là. Les invités sont arrivés le lendemain soir à 18h dans le froid propre du 23 décembre. La rue était tranquille. Les lumières des voisins scintillaient derrière leurs fenêtres embuées. Et il y avait dans l'air cette odeur caractéristique du soir de fête en ville, la brume, le sapin, quelque chose de cuisiné que le vent portait depuis un appartement voisin. La sœur de Chloé, Amélie, une femme de 32 ans, brune, avec le même menton volontaire que Chloé, mais une chaleur dans le regard que Chloé n'avait pas toujours. Je l'avais rencontrée 2 fois auparavant, lors du mariage et lors d'un anniversaire, et elle m'avait chaque fois semblé genuinement agréable. Le genre de personne qui pose de vraies questions et écoute vraiment les réponses. Son mari Sébastien, 40 ans, ingénieur civil, une poignée de main franche et un sourire sincère. 2 collègues de Chloé que je n'avais jamais rencontrés, Lucie et Marion, la trentaine toutes les deux, bien habillées. Ce naturel légèrement mis en scène des gens qui travaillent dans la communication. J'étais debout depuis 4h30 du matin. La dinde était au four depuis 7h. Une dinde de ferme, fermière Label Rouge, commandée chez le volailler de la rue Terrasse. J'avais préparé 2 tartes, une aux poires et au chocolat,
une tarte tatin aux pommes parce que c'était celle que Mathieu préférait depuis l'enfance. J'avais fait la sauce aux érelles à partir de zéro comme ma mère me l'avait appris, avec du jus d'orange et un bâton de cannelle et une patience pour le temps de réduction que je ne donnais à peu de choses dans ma vie. J'avais astiqué les verres à pied avec un chiffon microfibre jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement clairs. J'avais dressé la table avec les sets de table en lin que j'avais brodés moi-même dans une époque maintenant lointaine, et le couvert à manches en bois de noyer que Geneviève et moi avions reçu en cadeau de mariage et qui avait accompagné chaque repas de fête depuis. J'avais encore mon tablier, bleu marine, lin épais, celui que j'avais depuis des années, quand Chloé est entrée dans la cuisine juste avant l'arrivée des invités. Elle m'a regardé, pas longuement, c'était l'affaire d'une seconde, peut-être deux. Mais dans cette seconde, j'ai vu ce qu'elle voyait. Un homme de 63 ans avec un tablier, les lunettes remontées sur le front, les mains qui sentaient la sauce et le beurre, debout dans sa propre cuisine après une journée entière de travail. Et quelque chose a traversé son visage. Quelque chose entre l'inconfort et la résolution. Quelque chose qu'elle n'a pas tout à fait réussi à dissimuler avant de le ranger derrière l'expression neutre qu'elle utilisait pour les moments difficiles. « On n'avait pas vraiment prévu que ce soit ton truc, Bernard, a-t-elle dit, calme, égale, avec cette précision administrative qui rendait les choses insupportables. Je pensais que tu voudrais probablement souffler un peu ce soir. Passer une soirée tranquille en haut, voilà. Dans la maison que je possède depuis 1993, à la table que j'avais dressée à chaque Noël depuis 31 ans, avec les rennes en laiton de Geneviève en centre de table et les verres que j'avais astiqués ce matin et la sauce aux érelles encore chaude sur la cuisinière. Tu serais peut-être plus à l'aise en haut. Je veux vous dire ce que j'ai ressenti dans ce moment précis, parce que je crois que ça compte. Peut-être même que c'est la partie la plus importante de cette histoire. Ce n'était pas de la colère, pas le flot chaud et immédiat qui monte dans la gorge et rend la voix moins contrôlable. La colère, j'aurais su quoi en faire, j'aurais su comment la tenir et comment l'orienter. Ce que j'ai ressenti était beaucoup plus froid, beaucoup plus silencieux. C'était la sensation d'une clarté qui arrive, comme quand on retire un papier calque posé sur un dessin et qu'on voit enfin les lignes dans leur netteté. C'était la sensation d'une porte qui se ferme. Et de l'autre côté de cette porte se trouvait tout. Chaque coussin que j'avais remis en place sans rien dire. Chaque peinture redécouvrée avec soulagement dans le couloir. Chaque je préférerais là où j'aurais dû dire non. Chaque conversation que j'avais adoucie pour éviter la confrontation. Chaque fois que j'avais choisi la paix à court terme sur la dignité à long terme. J'ai regardé Chloé pendant une seconde ou deux. Puis j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai retiré mon tablier. Je l'ai plié soigneusement sur le plan de travail. Je me suis passé les mains sous l'eau froide. Je les ai séchées sur le torchon accroché à la poignée du four. J'ai remis mes lunettes sur mon nez. Et je suis sorti de la cuisine. Mais je ne suis pas monté à l'étage. Je suis entré dans la salle à manger. Les invités venaient tout juste de s'installer. Amélie et Sébastien, debout près de la fenêtre avec leur coupe de vin blanc, Lucie et Marion sur le canapé du salon dont on avait laissé la porte ouverte. La maison avait cette chaleur particulière des soirs de fête, la chaleur dense et parfumée qui vient des chandelles allumées et des plats qui finissent de cuire et des manteaux accrochés dans l'entrée. Je me suis avancé jusqu'à la table. J'ai tiré la chaise en bout, ma chaise, celle dans laquelle je m'étais assis à chaque repas de Noël depuis la mort de Geneviève. Depuis avant aussi, quand elle était à l'autre bout et qu'on se regardait parfois au-dessus des visages de nos invités avec cet accord silencieux des couples qui partagent la même pensée au même moment. Je me suis assis. Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte. Son expression était parfaitement contrôlée. Si vous ne l'aviez pas connue, vous n'auriez rien vu. Mais sa mâchoire était légèrement serrée et ses épaules avaient cette rigidité de quelqu'un qui retient quelque chose. Bernard, Amélie,
ai-je dit en me tournant vers la sœur de Chloé avec un sourire sincère. Ça fait plaisir de te revoir. Sébastien, comment ça avance chez vous? Je me souviens que Mathieu m'avait dit que vous refaisiez la salle de bain. Le visage de Sébastien s'est détendu immédiatement, avec ce soulagement naturel qu'on ressent quand quelqu'un vous demande quelque chose et qu'on a vraiment quelque chose à dire. Ah, c'est enfin terminé. Quel chantier! 3 semaines de retard, le carreleur qui disparaît un week-end sur 2. Bernard, est-ce que vous savez combien de temps ça prend de poser du carrelage à chevron quand le carreleur... Et la conversation s'est mise en mouvement, comme le font les conversations quand quelqu'un les guide avec intention et chaleur. Amélie a enchaîné avec l'histoire du plombier qui avait posé une douche à l'italienne légèrement de travers. Et Sébastien l'a corrigé sur les détails avec la précision d'un homme qui a vécu ce chantier de trop près. Et Lucie s'est levée pour demander si la sauce aux érelles était bien à la cannelle parce que ça sentait absolument incroyable depuis la cuisine, et j'ai dit oui, et je lui ai donné la recette en 2 phrases. Et Marion a demandé si c'était une recette de famille, et j'ai dit oui également. Et quelque chose dans la pièce s'est déplacé. Le centre de gravité de la soirée a bougé, subtilement mais réellement. Et quand j'ai regardé vers l'encadrement de la porte, quelques minutes plus tard, Chloé n'y était plus. Elle est venue prendre sa place à table. Elle l'a fait sans mot dire, avec cette grâce du retrait qu'elle maîtrisait bien. S'asseoir comme si de rien n'était, sourire comme si rien n'avait eu lieu, reprendre le fil de la conversation comme on monte dans un train déjà en marche. Le dîner a été servi. Ma dinde, dorée, la peau croustillante, la chair juteuse sous la fourchette. Ma sauce aux érelles, acidulée et légèrement épicée. Mes tartes, posées sur le buffet pour le dessert. La vaisselle de la mère de Geneviève sous la lumière des bougies. La porcelaine de Limoges, avec son liseré doré, qui avait servi à des centaines de repas importants depuis sa fabrication il y a 50 ans. Je me suis assis en bout de ma table. Je suis resté en bout de ma table tout au long du repas. Et j'ai vécu cette soirée comme je vis les choses quand je suis vraiment présent. Entièrement, dans chaque détail, dans chaque échange, dans les rires des uns et les histoires des autres et la chaleur accumulée de la pièce. Après le départ des invités, je suis resté à débarrasser la table. Les convives avaient proposé de m'aider, comme les convives font toujours, et comme j'avais toujours refusé, parce que le rangement après un bon repas est pour moi quelque chose de personnel, presque rituel. Le bruit de l'eau chaude dans l'évier, la vapeur qui embue légèrement la fenêtre de la cuisine, les assiettes qu'on empile avec le soin qu'elles méritent, la porcelaine de Limoges qu'on essuie une à une avec un torchon doux et qu'on repose délicatement dans le buffet. Quand j'ai eu fini, je suis allé m'asseoir dans le salon. Mathieu est venu s'asseoir en face de moi dans le fauteuil où Geneviève lisait autrefois. Chloé est restée dans la salle à manger. J'entendais de légers bruits, le déplacement d'une chaise, quelque chose qu'on repose sur le buffet. La maison était silencieuse de ce silence particulier des soirées après que les invités s'en vont et que la chaleur s'attarde encore dans les murs. « Papa », a dit Mathieu. Il a posé les coudes sur ses genoux, joint ses mains, regardé le sol un moment. Je ne savais pas qu'elle t'avait dit ça, avant que les gens arrivent, dans la cuisine. Je sais, j'ai dit. Je suis désolé. Mathieu, j'ai besoin que tu entendes quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. Pas que tu le gères, pas que tu le contiennes dans un espace raisonnable pour pouvoir continuer. Vraiment. Il a levé les yeux. C'est ma maison. J'ai été patient et bienveillant, et j'ai sincèrement essayé de faire de la place pour vous deux. Et j'y ai mis de la joie aussi parce que j'aime vous avoir là, et je vous aime tous les deux. Mais je ne peux pas continuer à faire ça si l'espace que je crée se remplit d'indifférence. Je ne peux pas. Le silence s'est installé. Dehors, une voiture a tourné dans la rue en diffusant très faiblement de la musique de Noël. Quelque chose d'orchestral, une mélodie que je n'ai pas reconnue tout de suite. Puis si. Il est né, le divin enfant.
La voiture est passée, la musique s'est éloignée. Je sais qu'on s'est éternisé, a dit Mathieu. Je crois que je l'évitais parce que il s'est arrêté. Il a regardé ses mains jointes. Je ne sais pas. Ça paraissait plus simple de rester. Plus simple que quoi? La question était directe mais posée doucement. Il a mis un moment avant de répondre. Ce moment qu'il prenait toujours enfant quand il avait quelque chose d'honnête, mais de difficile à dire. Que de régler ce que Chloé et moi devons vraiment régler. Je l'ai regardé. Dans la lumière du salon, dans le fauteuil de sa mère, avec ses yeux gris-vert fatigués et ce poids sur les épaules qu'il portait depuis des mois. Mon fils avait l'air à la fois plus vieux et plus jeune que son âge. Cette superposition étrange que font parfois les gens qu'on connaît depuis leur naissance. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu voir. La difficulté entre Mathieu et Chloé ne concernait pas seulement ma maison. Il y avait quelque chose dans leur propre relation qui était non résolu. Quelque chose d'antérieur à leur emménagement ici, peut-être antérieur même à la période de difficultés financières. Et rester dans ma maison leur avait fourni un moyen de ne pas le résoudre. Mon espace, ma patience, ma cuisine, ma présence constante comme l'élément autour duquel naviguer, tout cela avait fonctionné comme une sorte de remplissage, un différé, quelque chose sur quoi concentrer l'énergie et l'attention plutôt que sur ce qui était vraiment en jeu entre eux. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais régler, et ce n'était pas quelque chose que je devais contenir. « Je t'aime », j'ai dit à mon fils. « Je t'aimerai toujours, sans condition et sans réserve. Et je vais avoir besoin que vous trouviez tous les deux votre propre logement avant le 1er février. Ça vous laisse 5 semaines. Je vous aiderai comme je pourrai. Je regarderai des annonces avec vous. Je vous accompagnerai visiter si vous voulez. Je contribuerai au premier loyer et à la caution si les finances sont encore un peu serrées. Mais le 1er février, c'est la date. » Il a hoché la tête lentement. Il n'a pas discuté. Il n'a pas négocié, n'a pas demandé si on pouvait voir, si on pouvait en reparler. Il a juste hoché la tête avec cette acceptation de quelqu'un pour qui la décision est à la fois difficile et, d'une façon inattendue, soulagée. Je crois que dans une partie de lui-même qu'il n'avait plus pu rejoindre depuis longtemps, il était soulagé. Ils sont partis le 28 janvier, 3 jours avant l'échéance, ce qui m'a dit quelque chose sur la nature de leur relation à cette maison, sur le fait que partir un peu plus tôt que nécessaire était une façon de reprendre une initiative qu'ils avaient perdue. Il faisait froid ce matin-là. Un froid sec et lumineux de fin janvier, le ciel d'un bleu presque agressif au-dessus des toits, la gelée blanche sur les voitures garées dans la rue. Mathieu avait loué un camion Renault Trucks, le même gabarit que celui avec lequel ils étaient arrivés, 10 mois plus tôt, dans le froid gris d'un autre mois. Les 23 cartons étaient redescendus. Les chats avaient été mis dans leur transporteur avec les protestations rituelles qu'ils réservaient à cet exercice. Le vélo de route démonté avait repris sa place dans le camion. J'ai aidé à porter les boîtes. On n'a pas beaucoup parlé pendant le chargement. Il y a quelque chose dans le silence du déménagement qui est respectueux, comme si les mots auraient repris trop de place dans un moment déjà chargé. Chloé était efficace et concentrée. Mathieu me regardait parfois et je lui rendais son regard. Et il y avait dans ces échanges plus de choses dites que dans beaucoup de conversations. Quand le camion a été chargé, Chloé est remontée une dernière fois dans la chambre. Vérifier qu'il n'avait rien oublié. Mathieu est resté sur le trottoir à côté de moi. On a regardé la façade de la maison ensemble pendant un moment. « Je suis désolé, papa », a-t-il dit. « Pour tout. » « Ne sois pas désolé de tout, » j'ai dit. « Sois désolé pour ce qui le mérite, et tire ce que tu dois tirer du reste. » Il a eu un petit sourire. Un sourire qui ressemblait à Geneviève. La commissure légèrement asymétrique, quelque chose à la fois triste et franc. Il m'a serré dans ses bras, longtemps, vraiment longtemps, comme on le fait quand on ne peut pas vraiment dire avec des mots. Je lui ai tapé dans le dos 2 fois,
comme je le faisais quand il était enfant. Chloé est redescendue. Elle a eu un geste un peu hésitant. Pas une accolade, quelque chose à mi-chemin, une pression sur le bras. Je lui ai souhaité bonne chance sincèrement. Le camion a démarré. Je suis resté sur le perron dans mon manteau d'hiver, les mains dans les poches, et je les ai regardés descendre la rue jusqu'au bout. Au coin, le clignotant du camion s'est allumé, orange dans le matin bleu, et ils ont tourné, et ils ont disparu. Je suis resté encore 1 seconde sur le perron. L'air était froid et propre dans les poumons. Les martinets ne seraient pas là avant mai, puis je suis rentré. La première chose que j'ai faite, avant même de me faire un café, c'est aller dans le couloir. L'aquarelle de Sylvie était dans sa boîte, dans le placard. Je l'avais remise là pour la protéger pendant les dernières semaines. Je l'ai ressortie. Je l'ai accrochée à sa place dans le couloir. Le même clou, la même hauteur, la même légère inclinaison que lui donnait l'irrégularité du plâtre et que je n'avais jamais corrigée parce qu'elle me plaisait comme ça. La scène d'hiver, les lumières dorées dans les fenêtres. Je me suis reculé d'un pas pour la regarder. Oui, voilà. J'ai remis ma tasse à l'avant du placard. J'ai ouvert la porte de la salle de couture. L'odeur était là, encore. Tissu, vieux bois, la légère note de cire du meuble de ma grand-mère. Pas celle des câbles et de la plastique chauffée des écrans. La vraie odeur. Je me suis avancé dans la pièce. J'ai posé la main sur l'établi en chêne. J'ai regardé les étagères qui attendaient d'être réorganisées. J'ai remis le meuble de ma grand-mère à sa place dans le coin, avec ce soin particulier qu'on met aux choses fragiles et chargées de sens. J'ai sorti les bacs de tissu et j'ai commencé à trier. Les bleus ensemble, les verts ensemble, les ocres et les rouilles et les bordeaux ensemble, remontant les piles sur les étagères dans l'ordre chromatique qui était le mien depuis le début. Il m'a fallu plusieurs heures. La lumière a changé pendant que je travaillais. Le soleil de janvier qui tourne vite, qui passe du blanc au doré, puis disparaît. J'ai allumé la lampe d'atelier vers 3 heures. J'ai travaillé jusqu'à 7 heures du soir sans vraiment m'en rendre compte. Puis j'ai sorti les patrons du quilt que je planifiais depuis l'automne. Wise volante, un motif géométrique en triangle, répété, qui crée une impression de mouvement et de direction. Bleu profond et crème, les 2 teintes que j'avais achetées dans une mercerie du Puy-en-Velay lors d'un voyage de printemps et gardées en réserve. Je les ai dépliées, touchées du bout des doigts. Le tissu avait cette densité douce du coton sergé de bonne qualité, cette façon d'absorber la lumière différemment selon l'angle. J'ai commencé à tracer les patrons sur le tissu, la roulette à découper sur le tapis de coupe, le bruit régulier et précis, le geste répété des mains qui savent ce qu'elles font. Il y a quelque chose de profondément reposant dans un travail manuel répétitif. Pas parce qu'il ne demande aucune attention, mais parce qu'il demande exactement la bonne quantité d'attention pour occuper l'esprit sans l'épuiser, pour laisser le reste de la pensée se déposer doucement comme des particules en suspension dans de l'eau calme. Quand j'ai eu terminé de découper les premières séries de triangles, il était passé 11 heures. Je me suis levé de l'établi, j'ai éteint la lampe, j'ai traversé la maison dans l'obscurité que je connaissais par cœur. Chaque mètre de plancher, chaque léger grincement, chaque angle. J'ai fait chauffer de l'eau. Je me suis fait une tisane à la camomille dans la tasse de Mathieu. La grande en céramique tournée, légèrement irrégulière, d'un brun orangé qui vire au roux. Je me suis assis à la table de la cuisine, dans le silence. Ma maison. Mon silence. Ma tasse. Mathieu m'appelle 2 fois par semaine maintenant. Le mardi soir et le jeudi soir en général, vers 20 heures, quand il a fini sa journée. On parle pendant 1/2 heure, parfois plus. Et ce qui me frappe, ce qui continue de me frapper chaque fois, c'est la qualité différente de ces conversations. Sans le bruit de fond de la situation, sans ce nœud de tension domestique autour duquel chacun de nos échanges naviguait pendant 10 mois,
Il y a une liberté dans la parole que je n'avais plus connue avec lui depuis longtemps. On parle de choses ordinaires et importantes. Il me raconte un dossier sur lequel il travaille, un problème d'ingénierie qui l'intéresse vraiment, et j'entends dans sa voix le même enthousiasme qu'il avait enfant pour les choses qui le passionnaient. Il me demande comment avance le quilt. Je lui décris les oies volantes, les triangles bleus et crème, la façon dont le motif se construit lentement. Il m'écoute avec une attention qui me touche. Il m'a dit la semaine dernière que lui et Chloé ont commencé à voir un thérapeute de couple. Il me l'a dit de cette façon dont on annonce les choses qui ont coûté quelque chose. Pas avec honte, mais avec la conscience que ça n'a pas été simple d'arriver là. Je lui ai dit que je trouvais ça courageux. Je le pense sincèrement. Reconnaître qu'on a besoin d'aide pour comprendre quelque chose dans une relation, aller le chercher ensemble plutôt que de laisser la distance s'installer ou de trouver des substituts à la vraie conversation, c'est de la lucidité. Et la lucidité demande une forme de courage que beaucoup de gens évitent. Je n'ai pas posé de questions sur le contenu de ces séances. Ce n'est pas mon espace. C'est leur vie à vivre, leur nœud à dénouer, leur façon de trouver ce qui peut fonctionner entre eux. Tout ce que je veux pour mon fils, c'est qu'il soit dans une relation dans laquelle il peut être pleinement lui-même. Pas la version comprimée et fatiguée de lui-même que j'avais vue pendant 10 mois, mais celui qui rentre de l'école avec des cailloux beaux dans les poches et qui vous avance une chaise parce qu'il a remarqué que vous étiez là. Chloé m'a envoyé un message en février. Un jeudi matin inattendu sur mon téléphone. Bernard, je sais que les choses ont été difficiles ces derniers mois, et je sais que j'ai ma part dans ça. Je voulais juste te le dire. C'est tout. Pas d'élaboration, pas de liste d'explications ou d'excuses construites. Juste ça, simple, direct, la façon dont elle parlait quand j'avais appris à l'apprécier il y a 6 ans dans le jardin avec les lilas en fleurs. Je lui ai répondu « Je t'entends, Chloé. Merci de l'avoir dit. Je te souhaite tout le bien possible. Je l'ai pensé, je la lui souhaite vraiment. J'espère qu'elle trouve ce dont elle a besoin, pour son activité, pour son mariage, pour cette chose en elle qui cherchait à s'installer quelque part et qui s'est trompée d'endroit. Mais je sais maintenant, clairement et sans amertume, qu'elle ne peut pas le trouver dans ma maison. Mon frère Philippe est venu me rendre visite en mars. Il a pris le TGV de Bordeaux, arrivé à Clermont-Ferrand en fin de matinée, et on a passé l'après-midi et la soirée ensemble, assis à ma table de salle à manger d'abord, puis dans le salon, puis à nouveau à table pour le dîner. J'avais préparé le repas avec le soin des grandes occasions ordinaires, celles qui n'ont pas besoin d'être solennelles pour compter. Le couvert à manches en noyer, les sets de table brodés, le thé aux fruits que Philippe préfère depuis l'enfance, le cake au citron que je faisais avec la recette de notre mère, ce cake dense et parfumé, humide à cœur, avec le glaçage au sucre glace citronné qui craque sous la fourchette. On avait parlé pendant des heures, de beaucoup de choses, de notre mère, morte il y a 12 ans maintenant, de la façon dont certaines habitudes qu'elle avait, la façon de poser la nappe, la façon de plier les serviettes, on les reproduisait sans y penser. De nos jeunes années à tous les deux dans la maison de Riant, de Geneviève, de ce qu'elle nous manquait différemment selon les saisons, des enfants de Philippe qui grandissaient, du temps qui passe et de la façon dont ça ressemble à quelque chose d'autre selon qu'on regarde en avant ou en arrière. Philippe avait pris l'un des sets de table brodés en fin de soirée, l'avait regardé à la lumière, passé le pouce sur les fils. « C'est toi qui as fait ça ?» En 1998, j'ai dit. L'hiver où la mère de Geneviève était malade et que les soirées étaient longues. J'avais besoin de quelque chose à faire avec mes mains. « Tu gardes tout ?» a dit Philippe. Ce n'était pas une critique. C'était la façon dont on dit une chose qui est simplement vraie. Observez, avec une légère tendresse dedans. Je l'ai regardé. J'ai pensé à la boîte à chaussures dans le placard de ma chambre avec les lettres à Geneviève, au service de Limoges dans le buffet, aux rennes en laiton patinés dans leur boîte en tissu rouge.
Je garde les choses qui comptent, lui ai-je dit. Il a hoché la tête. Il a reposé le set de table soigneusement. On a bu encore un peu de thé dans la cuisine après le dîner, et Philippe avait ce regard que je lui connaissais depuis l'enfance. Le regard qu'il avait quand il voulait poser une question directe, mais prenait le temps de choisir comment la formuler. « Tu vas bien, toi ? » ?»« Vraiment ? » ?»« Oui, j'ai dit. Vraiment. » Et c'était vrai. Pas le « ça va » de quelqu'un qui veut qu'on arrête de lui poser la question. Quelque chose de plus simple et de plus solide. Le oui de quelqu'un qui est là où il est censé être, dans l'espace qui est le sien, avec ce qui lui appartient. Le quilt was volant est presque terminé maintenant. Il ne me reste plus que le quilting à proprement parler. Cette étape où on assemble les 3 couches, le dessus, la ouate, le dos, et où on parcourt le tout avec de longues lignes de points qui unissent des fixes et donnent au tissu sa profondeur finale. Je travaille dessus la plupart des soirs, assis à mon établi sous la lampe d'atelier, dans le silence de ma salle de couture. Les oies bleues progressent vers le haut du tissu en vagues successives de triangles, et chaque ligne ajoutée donne un peu plus de mouvement à l'ensemble. Quand il sera terminé, je crois que je le donnerai à Mathieu et Chloé. Pas comme une réconciliation mise en scène, pas comme un message caché. Pas comme la preuve que j'ai fait quelque chose de grand et de généreux. Juste comme un kilt, fait avec des mains qui savent travailler, offert depuis un endroit de sincérité pour 2 personnes auxquelles je veux du bien et dont j'espère que ça ira. Les oies volantes avancent toutes dans la même direction. J'aime ça dans ce motif, mais il aura été fait ici, dans cette pièce, sur cet établi, sous cette lampe, dans ce silence qui m'appartient. Et j'ai appris que ça n'est pas une petite chose, c'est même tout. S'il y a quelque chose que je veux vous laisser, à vous, quel que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la version de cette histoire que vous pourriez être en train de vivre, c'est ceci, et je vais essayer de le dire le plus clairement possible. Le moment où vous laissez quelqu'un redéfinir les limites de votre propre maison sans vous exprimer n'est pas le moment où on vous prend quelque chose. Ce moment arrive toujours plus tôt. Il arrive avant, quand c'est encore petit, quand c'est encore une chose sur laquelle vous vous dites que ça ne vaut pas la peine. Et voilà, précisément là, c'est là que les décisions se prennent. Pas dans les grandes confrontations, mais dans les innombrables petites occasions manquées. C'est un coussin déplacé, un tableau décroché, une tasse rangée à l'arrière d'un placard, une pièce qu'on vous demande et à laquelle vous avez dit non, et qui est occupée 3 jours après quand même. Ce ne sont pas des anecdotes, ce ne sont pas des exagérations de votre sensibilité, ce sont des signaux. Et si vous les laissez passer en silence, parce que vous aimez cette personne, parce que vous voulez maintenir la paix, parce que chaque chose prise individuellement semble trop petite pour valoir une confrontation, le silence accumulé devient la chose la plus présente de toute la maison. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire « c'est ma maison et ce n'est pas négociable ». Vous avez le droit de le dire avec gentillesse, avec calme et sans vous en excuser. Parce que clarté et dureté ne sont pas la même chose. On peut poser une limite ferme sans élever la voix. On peut être clair sans être cruel. L'amour ne vous demande pas de vous dissoudre. La générosité n'est pas la même chose que la capitulation. Ce ne sont pas des synonymes, même si on les confond souvent, même si on a parfois appris à les confondre parce que ça arrangeait quelqu'un. Protéger la vie que vous avez construite, les pièces, les objets, les habitudes, les odeurs, les silences, le service de table de quelqu'un que vous avez aimé, les rennes en laiton d'un premier Noël, la tasse faite par un enfant de 12 ans, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de la rigidité, ni de l'attachement pathologique aux choses matérielles. C'est la dignité fondamentale d'exister dans le monde comme une personne entière, plutôt que comme une commodité au service du confort de quelqu'un d'autre. Posez vos limites tôt, et dites-les clairement, et dites-les dans des mots qui ne se prêtent pas à l'interprétation.
pas je préférerais, pas si ça ne vous dérange pas quand vous aurez le temps. Ces formulations sont des souhaits, pas des limites. Les limites ont une autre texture, un autre poids. On les reconnaît quand on les entend. Et les gens qui vous aiment vraiment, pas la version de vous qui est commode et silencieuse, mais vous, avec vos tasses et vos tableaux, et vos pommes de pin, et votre façon d'organiser les tissus par couleur, les gens qui vous aiment vraiment respecteront une limite claire. Et les gens qui ne la respecteront pas vous montrent quelque chose d'important. Peut-être la chose la plus importante qu'ils puissent vous montrer. Votre maison n'est pas seulement une adresse. Ce n'est pas simplement un toit et des murs et un acte notarié. C'est le lieu où votre vie a pris sa forme particulière. Tous les choix qui se sont accumulés au fil du temps et qui ont fait que les choses sont là où elles sont, que les couleurs sont celles qu'elles sont, que les odeurs sont celles qu'elles sont. C'est la forme de votre vie dans l'espace. Prenez-en soin en conséquence. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.